Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi et à présent allons rapidement en kiosque pour voir comment les journaux, les différents journaux parus ont traité l'actualité de ce jour. Démarrons donc cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui met en sa une la mutinerie à la prison centrale de Konegui. Les détenus ressortissants des régions anglophones sortent de leur cellule pour exprimer leur ras-le-bol au sujet des conditions carcérales les plus exécrables dont ils sont victimes. Des coups de feu pour dissuader les manifestants, créent la panique dans la ville. Nous vous indiquons d'ailleurs que ce sera une revue de presse thématique avec les principaux sujets qui ont marqué l'actualité. Et le quotidien La Nouvelle Expression qui met aussi en sa une Konegui, la provocation des ambazoniers entre guillemets. Des personnes écrouées dans cette prison dans le cadre de la crise anglophone se sont révoltées hier pour protester contre leurs conditions de détention. Ils ont surtout chanté l'hymne de la République virtuelle. Les armes ont tonné dans cet univers carcéral. Voilà donc pour ce qui est de cette actualité dans le quotidien La Nouvelle Expression. À présent, parlons du quotidien Le Jour qui met aussi en sa une prison de Konegui, la colère des prisonniers de la crise anglophone, faisant suite à cette mutinerie survenue donc hier à la prison centrale de Konegui. Le journal aussi Émergence qui parle toujours de cette mutinerie à la prison centrale de Konegui. Anglophone crisis and CRM detainees coalition protest against injustice. Le journal fait allusion aussi à ces militants du MRC dont l'un des vice-présidents Mamadou Mota a clairement dit qu'ils sont fatigués de manger de la bouillie de maïs tous les jours et que leurs conditions de vie carcérale soient améliorées et qu'ils soient aussi libérés. Voilà ce qu'on peut retenir sur cette actualité. Même si le quotidien Mutation confie un entretien, à une exclusivité à Ayoub Tabé qui parle, le journal évoque aussi Konegui en ébullition. C'est donc le titre du journal La Mutation, le quotidien Cameroun Tribune qui passe plutôt de la sécurité restaurée dans la Damara. On n'a même pas évoqué ce qui s'est passé à la prison centrale de Konegui. Et puis le journal Le Popoli qui revient sur le meeting de Bafoussam. Dans tous les cas, voilà ce qu'on peut retenir de cette revue de presse systématique dont je vous parlais d'entrée de jeu. Et à présent, avec nos invités sur le plateau, on va faire la politesse comme dans l'armée. On commence par le plus ancien, Camille et les bonjours. Bienvenue à la revue des grandes unes, avec évidemment l'actualité qui vous a le plus marqué dans la presse. Jean-Paul Chudel, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité, elle est trépidante. Il y a énormément de faits d'actualité qui sont aussi intéressants les uns que les autres. De moi, je vais chercher une petite facette de cette actualité qui a retenu mon attention. C'est la visite inopinée du ministre des Transports dans les agences de Douala, les agences de transport interurbain à Douala. Moi, je pense que c'est un fait qui n'est pas anodin et que l'on ne doit pas considérer comme futile parce que on n'avait pas encore vu un ministre descendre dans ces agences de voyage. Regardez comment ça se passe, regardez comment sont les bus. En tout cas, la méthode de Malachi qui semble... je ne sais pas si c'est la méthode Malachi, mais moi je pense que c'est la méthode Ngalébé aussi qui descend sur le terrain et qui est venu faire un tour dans, pas une seule agence, mais plusieurs agences de Douala. Moi je pense que c'est très très important pour lui et la compréhension surtout de la gestion des... Bon, on espère aussi qu'il est arrivé en toute discrétion. Bien entendu, et c'est ça des visites inopinées. Casimir Désiré Tagné, bienvenue et à la revue des grandes unes, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Qu'est-ce qui vous a marqué pour l'actualité de ce jour? Il faut toujours signaler que je suis également journaliste d'investigation. Le Jeune Enquêteur, journaliste d'investigation, voilà. Bon, sauf si dans tous les cas, journaliste d'investigation, parce que je supposais que dans le Jeune Enquêteur, avec l'expérience, 24 ans, vous êtes automatiquement un enquêteur. Alors, par rapport à l'actualité, Jean-Paul, je m'interroge. Vous savez que vous avez un célèbre journaliste ici. N'arrachez pas ça à Charles Amel Batchou, que je salue d'ailleurs, qui s'interroge. Alors moi également, je m'interroge ce matin par rapport à cette prorogation à double vitesse que le chef de l'État vient de faire sur le mandat des députés et des conseillers municipaux. Le mandat des députés prorogé de 2 mois. Pendant ce temps, le mandat des conseillers municipaux est prorogé de 6 mois. Et vous savez que l'élection au Cameroun législative et municipale, c'est toujours une élection couplée. Alors, lorsqu'on prolonge
proroge un des mandats de 2 mois et l'autre de 6 mois, je me demande bien quel est le jeu de cache-cache que le chef de l'État ou bien que le pouvoir de Yaoundé est en train de jouer. Il se cache quelque chose derrière cette prorogation à double vitesse. En tout cas, vous vous interrogez certainement, vous aurez aurez la réponse. Démarrons donc avec le premier sujet, Camille Nélé. Je préfère m'attarder sur les unes puisque l'émission c'est la revue des grandes unes. La nouvelle expression qui titre « La provocation des ambazoniers entre guillemets », le quotidien Le Messager qui parle de mutinerie à la prison centrale de Koningui. Que vous inspirent ces 2 titres? Il y a eu mutinerie à la prison centrale de Koningui, ça c'est vrai, il y a eu mutinerie et il y a aussi eu provocation des ambazoniens. Mais moi je pense que dans les 2 cas, il faut jeter un coup d'œil profond et froid. Mutinerie, pourquoi? Mutinerie parce que, nous dit-on, puisque les nouvelles qui nous parviennent jusqu'ici sont encore fragmentaires. On parle de plusieurs centaines de ces détenus arrêtés dans le cadre soit de l'Ambazonie, soit de la crise anglophone qui se sont rebellés et qui ont exigé qu'on les libère immédiatement, qui ont fait un tintamarre du tonnerre au point même de s'attaquer aux prisonniers VIP. Bref, ça a été quelque chose d'assez fort hier. Et puis ensuite, il y a alors maintenant, à un moment donné, ces mutins qui ont commencé à chanter des hymnes à la gloire de l'Ambazonie. Mais moi, je crois que ce problème, il faut le regarder ailleurs. Il faut regarder ailleurs parce que nous avons l'impression que ceux qui sont chargés de rendre la justice dans ce pays, notamment le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les prisons, n'ont aucune idée des conditions dans lesquelles les humains sont traités dans le milieu carcéral qui est l'un des plus insalubres pour l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'une affaire, on arrête quelqu'un, il fait 2 ans, 3 ans avant qu'il ne passe au tribunal. Et si une personne est arrêtée et a priori présumée innocente, imaginez que cette personne passe 3 ans et qu'au bout de 3 ans, on la laisse sortir. Qui va payer? Je le a passé 10 ans. Alors, je pense que c'est l'une des conséquences de cette affaire où vous voyez qu'il y a des gens qui sont arrêtés depuis 3 ans. Il n'y a pas encore eu de jugement. Vous connaissez aussi, notamment, je rappelle un cas parmi des milliers d'autres, le cas de M. Amadou Vamilke, ex-directeur de la CRTV, qui est en prison depuis 4 ans. Il y a eu 15 renvois, il n'a jamais comparu, le dossier n'est même pas encore ouvert. C'est inadmissible. On ne peut pas dire que ces magistrats ne le font pas exprès. On ne peut pas dire que ces magistrats ne peuvent pas ouvrir un dossier, le traiter, condamner quelqu'un s'il faut le condamner, le relaxer s'il faut le relaxer. Et regardez, l'une des affaires de Yves Michel Fotso vient de finir de s'achever à la Cour suprême. Au bout de 12 ans, ça fait 12 ans qu'Yves Michel Fotso est arrêté, mais l'affaire, le dernier verdict balancé par la Cour suprême, c'est il y a quelques mois. Ça fait 12 ans de procédure. Non, c'est incroyable. Donc moi, je pense que ces personnes qui sont arrêtées depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et même, regardez ceux qui sont même arrêtés dans le cadre des démarches du MRC depuis 7 mois, qui passent à peine au tribunal. Est-ce que c'est une intention maléfique des magistrats de laisser les gens mariner, ou alors c'est un système qui fait que quand vous êtes en prison, on ne regarde pas le temps qui passe, on ne regarde pas l'urgence qu'il y a à traiter votre problème. Donc moi je pense que ce qui est arrivé hier n'est que le début d'une saga qui va certainement continuer, parce que les gens qui sont à l'intérieur, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans leur tête quand vous êtes en prison, et vous ne savez même pas quand vous allez être jugé. Si mes souvenirs sont bons, je pense que Yves Michel Fotso avait été arrêté en 2010. Voilà, donc 9 ans. J'avais 9 ans, pardon. Décembre 2010. Voilà, vous avez parlé de 12 ans. 9 ans, excusez-moi. Alors, Casimir Désiré Tagné, quand on observe ce qui s'est passé à la prison, est-ce parce que les détenus sont conscients qu'avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils voient dans la prison, ils sont partis pour rester pour de longues années dans ce pénitencier sans être jugés, puisqu'on voit des cas de délits de droit commun où des gens sont incarcérés sans le moindre jugement, à plus forte raison dans leur cas où ils sont incarcérés pour hostilité à la République et tout ce que ça comporte comme motif. Est-ce que c'est pas ce motif qui les a poussés à bout? Je crois que c'est même exactement là le vrai problème, hein, Jean-Paul. Vous posez là le problème réel des détenus, non seulement de la prison centrale de Koningui, mais de toutes les prisons du Yaoundé. Oui, il y a eu mutinerie. Oui, les coups de feu ont crépité jusqu'à tard dans la nuit. Des coups de feu de dissuasion, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser, oui. Il semblerait même qu'il y a eu des déportés à la suite de ces coups de feu.
le moindre mal a été évité. C'est une rumeur qui indiquait que les prisonniers VIP ont été attaqués. Oui, d'aucuns ont estimé, d'ailleurs, on nous a expliqué que l'un des prisonniers de VIP aurait été blessé, en l'occurrence Mebengo, mais il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de mort non plus. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est exactement comme si quelqu'un vous montre la lune et vous essayez de voir plutôt son doigt. La mutinerie de Kodengi pose le vrai problème des prisons, des maisons d'arrêt du Cameroun. Et principalement et cette même maison... des procédures judiciaires. C'est à ça que je vais aboutir. Et la prison centrale de Kodengi en elle-même, qui était construite pour environ 1500 détenus, qui se retrouve aujourd'hui avec plus de 10 000 détenus. D'aucuns vont vous dire qu'il y a on étouffe pratiquement. 8 000, mais le gros problème, c'est ces détentions préventives où vous passez du temps. Camille, le doyen, tout à l'heure, a essayé de dire que c'est 2-3 ans, mais il y a des prisonniers qui font pratiquement 10 ans sans être jugés. Les prisonniers qui sont les prisonniers de Kodengi, pour la majorité, ceux qui ont manifesté hier, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu double manifestation. Il y a d'abord la manifestation des prisonniers de la crise anglophone qui ont eu le culot de chanter, d'exécuter l'hymne de l'Ambazonie en plein cœur de Yaoundé. Cela veut dire que la crise anglophone était mûrement préparée. Donc cet hymne qui a été chanté à Yaoundé, au cœur des institutions, n'est pas anonyme. Ensuite, il y a eu la crise, il y a eu la manifestation solidaire. Oui, qui sont les militants du MRC qui ont été arrêtés par vagues dans les manifestations du 26 janvier et autres. Avec ce coup de gueule de Mamadou Mota. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que lorsque des prisonniers sont là depuis des années et qui ne sont jamais jugés, ou alors qui subissent des renvois factices, des renvois juste pour rire, sans aucun fondement, ils ont toutes les raisons de se manifester. Et cela démontre qu'il y a quelque chose à faire. Il faudrait que les magistrats, les autorités judiciaires fassent quelque chose pour juger ou libérer ceux qui méritent de l'aide. Lorsque vous avez commis un acte, il est de bon ton que vous soyez jugé et que vous soyez libéré. Ensuite, il y a le problème de la nutrition, de la sécurité, des conditions de vie de ces prisonniers qui n'est pas toujours agréable. Alors, lorsque vous avez fermé un bouchon que vous êtes en train de secouer, tôt ou tard, ça peut exploser. Et c'est un peu presque en train de se passer là. Ce qui se passe à Kodengi aurait dû se passer il y a beaucoup de mois, ou alors aurait dû se passer ailleurs dans les autres prisons du Cameroun, et ce serait la même chose. Camille Nélé, comment comprendre, parce que parmi les récriminations de ces manifestants ou de ces mutins, ils redoutent ces procédures judiciaires à tête chercheuse et interminables, où on a vu même un des vice-présidents du MRC dit qu'on les juge et qu'on les condamne. Camille Nélé, comment comprendre cette, je ne vais pas dire une lassitude, cette attitude des magistrats? Éprouvent-ils du plaisir à conserver en prison, à garder en prison des détenus? On ne va pas seulement évoquer, on ne va pas seulement rester dans le cas de ceux de la crise anglophone et des militants du MRC dont on qualifie de procès politique. Est-ce qu'à côté de cela, il n'y a pas quand même une volonté aussi des magistrats de garder? Pourquoi continuer à garder des gens en prison qui, pour des délits de droit commun, devraient être vite élargis, jugés et condamnés ou alors vite élargis? Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de discuter avec un ancien ministre de la justice à qui j'ai dit que j'ai l'impression que eux, les magistrats, n'ont aucune idée de ce que peut ressentir une personne emprisonnée qui passe plusieurs années avant que son dossier n'aboutisse devant les juges. Et moi, je lui ai dit que je pense que pour que les magistrats prennent mieux la mesure de la détresse des détenus, c'est que chaque magistrat qui sort de l'école, avant qu'il ne prenne un poste, qu'on l'envoie en prison comme une personne anonyme qui passe au moins une semaine. C'est-à-dire que sans avantage, qui reste à l'intérieur des quartiers pour comprendre ce que c'est que d'envoyer quelqu'un en prison, ce que c'est que d'être en prison. Ça serait... Je lui ai dit, il a rigolé, il me dit, mais ce
serait vraiment pas une mauvaise idée parce que il a aussi l'impression que eux, les magistrats, ils envoient quelqu'un, c'est d'une signature qu'ils envoient quelqu'un en prison, mais ils ne savent plus ce qui se passe après. Ce n'est plus leur problème. Mais le problème, c'est le problème de celui qu'on a envoyé en prison. L'une des causes, on nous dit que l'une des causes immédiates même de ce clash hier, c'est l'autoritarisme du nouveau régisseur. On parle d'un nouveau régisseur qui est arrivé avec des méthodes italiennes. Dans quel contexte il est arrivé aussi là-bas? Voilà. Il est arrivé avec des méthodes draconiennes, avec une discipline de fer et tout ça. Vous savez, un régisseur de prison n'est pas un père fouettard. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un général d'armée qui est là pour mettre les gens au pas et pour les intimider et les punir à tout coup, à tout va. Je garde toujours un souvenir très marquant de M. Pomoni Jean-Marie, qui a été aujourd'hui sénateur. Aujourd'hui sénateur, mais qui a été régisseur de la prison centrale de Douala, régisseur de la prison centrale de Yaoundé, directeur de l'administration pénitentiaire, qui, quand il a pris sa fonction à Douala, il a rencontré cette prison inhumaine. Il avait toujours mis en tête le problème, non seulement d'encadrement des détenus, la préparation de leur Il était d'un extrême humanisme. Ça, il faut le Malheureusement, c'est ce qui se passe. Il se dit avec insistance que depuis l'arrivée du nouveau régisseur, c'est vraiment la main de fer. Maintenant, il y a l'autre réalité. Cette réalité qui fait que les magistrats qui envoient les gens en prison ne se soucient plus non seulement de leur mental, mais des conditions de leur détention. Je ne sais pas combien de magistrats sont allés faire un tour à l'intérieur d'une prison. Et moi, je dis que je n'ai encore vu aucun ministre de la justice, garde des Sceaux, entrer dans la prison, faire le tour, regarder cellule par cellule, regarder comment les gens vivent. Au-delà des rapports qui leur arrivent quelquefois. Ce ne devrait plus être des rapports. Et c'est pour cela que toutes les personnalités qui sont en prison aujourd'hui, qui vivent et qui ressentent la vie en direct du prisonnier, ce monde est loin en se disant que si j'avais su, j'aurais peut-être pu essayer de faire quelque chose pour les prisons. Essayez d'aller faire un tour dans la prison de Douala, Jean-Paul Chouniat. Dès qu'on ouvre le grand portail vous voulez parler du ministre Marfa qui, à l'époque, l'administration pénitentiaire... Non, je ne cite aucun ministre. Je dis que les personnalités, je cite plein de personnalités qui sont aujourd'hui en prison et qui réalisent ce que c'est que d'être en prison et les conditions de vie carcérale. Allez ici à Nubel, dès que vous ouvrez le grand portail, vous avez l'impression que vous êtes dans une sorte dans l'enfer, avec des diables au milieu d'un coup. Ils sont plus de 3 000, 4 000. Et vous n'avez pas envie d'y rester même une minute. Mais entrer là-dedans me fait peur. Ouvrez celle de Konengi, c'est pareil. Malheureusement, Konengi, on s'est arrangé à mettre une sorte de zone où on peut mettre les prisonniers VIP. Mais là-dedans, c'est à l'intérieur d'une misère noire, d'une détresse permanente. Moi, je pense que aussi bien les magistrats, aussi bien les magistrats de siège que le parquet, aussi bien les officiers de police judiciaire qui envoient les gens. On devait prévoir ça dans leur stage de fin de formation. En prison pour savoir ce que c'est. C'est pour ça qu'on peut comprendre aujourd'hui que, par exemple, les militants du MRC qui sont en prison depuis janvier, qui ont été arrêtés depuis janvier pour des raisons qui sont à l'étude et 7 mois à l'étude, c'est un peu trop. Mais que ces militants soient condamnés ou soient libérés, mais qu'on ne les fasse pas mariner de façon interminable. Que ceux qui sont arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, surtout depuis 3 ans, pourquoi est-ce que leur dossier n'est pas encore jugé? Pourquoi les magistrats ne s'assoient-ils pas et ne se donnent-ils pas les moyens de traiter ces dossiers et de s'en avec un peu plus de célérité? C'est comme une sorte de machiavélisme, une sorte de sadisme que l'on utilise à l'encontre des gens qui sont en prison aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit, les conditions dans lesquelles les gens camerounais vivent en prison aujourd'hui, quand on va les décrire dans les 10 ans, dans les 15 ans, on va comparer les prisons camerounaises, surtout Konengi et Yaoundé, à la prison de Ngaragba, et d'ailleurs à celle de Kambouaro. Parce que quand Sékou Touré est mort et qu'on est allé découvrir ce qui se passait au Kambouaro, c'était un grand scandale, mais personne n'était jamais entré là-dedans. Donc moi je dis que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, nos gouvernants devraient comprendre que les problèmes, surtout à l'intérieur des prisons, doivent être réglés, non seulement avec célérité, mais au moins avec justesse. Et signaler que être détenu dans une prison ne vous enlève pas vos droits humains. Absolument. Vos droits à la bonne nourriture, le droit à la bonne vie. Oui, justement, vous avez bien fait de le signaler. Hein. Je me pose la question de savoir où sont passés les projets de délocalisation de ces prisons. Lorsque nous savons qu'il y avait des projets où il fallait délocaliser les prisons principales, ne serait-ce que celle de Konengi et celle de Nubel.
où sont passés ces projets et les budgets y afférents, qu'est-ce que c'est devenu? Et lorsque je pense aux conditions de détenue des prisonniers, j'ai toujours en rappel cette boutade d'un ancien ministre de l'administration territoriale. Vous savez que c'est le ministère de l'administration territoriale qui est chargé de gérer les prisons. On avait posé une question à un ancien ministre, il a demandé si l'on voudrait que les prisonniers soient logés dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Ironie du sort, lui également se retrouve aujourd'hui dans le Kodengui et dans une prison. Heureusement, peut-être qu'il n'est pas dans la prison principale, il est dans une prison secondaire. Donc, moi, j'ai eu la chance, ou bien dans mes investigations, je suis très souvent à la prison de Nubel, en compagnie des organismes de droits de l'homme, où lorsque vous voyez les conditions de détention, avec des prisonniers qui dorment à la belle étoile, sous les intempéries, sans nourriture, sans rien. Lorsque vous leur lancez une pièce de 100 francs, vous voyez comment ils bagarrent pour attraper une pièce de 100 francs pour changer au moins leur nutrition de ce jour-là, manger peut-être un bout de pain au lieu de la bouillie de maïs de tous les jours. Je dis, il y a quelque chose à faire. Et pour chuter, je m'interroge également. Je vais vous dire aujourd'hui, je devais beaucoup m'interroger pour emprunter le terme de Charles Amel Bachou. Je m'interroge pourquoi jusqu'à maintenant, le gouvernement, qui pourtant, certains membres du gouvernement étaient à la prison hier soir, n'a pas daigné dire un petit mot sur ce qui se passe. Même la presse officielle, ni Cameroun Tribune, qui a consacré sa une à une actualité dans la Damawa, qui n'a rien à voir avec l'actualité récente. Alors que Yaoundé est en train de brûler, alors que la Kodengui est à un pas d'eux, il n'a même pas daigné mettre un petit titre sur l'actualité de Kodengui ce matin. Et pourtant, c'est la presse officielle, c'est la presse gouvernementale, c'est cette presse-là que les Camerounais payent par leurs impôts et leurs taxes. Alors, Kaby Nélé, pour rester sur... vous avez indiqué tout à l'heure, comment comprendre donc il faut le préciser que ce n'est pas tous les magistrats qui sont d'ailleurs comme ça. Bien entendu. C'est comme partout, il y a des brebis galeuses. Il y a quand même certains magistrats qui font preuve de beaucoup de zèle lorsqu'ils traitent des dossiers. Ça se voit d'ailleurs. Kaby Nélé, est-ce que dans pareille situation, l'heure n'est pas urgent, il n'est pas urgent de remédier rapidement à cette situation générale des prisons où à chaque fois c'est reconnu de tout le monde que la surpopulation carcérale. Attend-on le jour où les prisons vont exploser et que les gens, on va se retrouver des détenus au milieu de la population, les détenus vont se retrouver au milieu des populations, parmi lesquels il y a aussi des détenus dangereux, ça il faut le reconnaître. Est-ce que doit-on en arriver là? Est-ce que ce n'est pas un signal fort que Kodengui, ce qui se passe en Kodengui est en train de donner? Il y a quelque chose de spécial avec le problème des prisons au Cameroun aujourd'hui. Avant, il y a quelques années, la prison, l'administration pénitentiaire relevait de l'administration territoriale. C'était une direction de l'administration territoriale. Mais depuis qu'elle est passée du côté de la justice, on aurait pu s'attendre à ce qu'effectivement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et ses services prendraient un temps particulier, non seulement pour regarder les conditions de vie des prisons, pour accélérer ce processus qui date de Mathusalem, de l'extension des prisons, de la construction de nouvelles prisons, parce que aussi bien la prison de Yaoundé que celle de Douala, elles ont été construites toutes les deux dans les années 30. Dans les années 30, à Douala, la ville de Douala n'avait même pas encore 50 000 habitants et cette prison avait été construite pour environ 500 détenus. Et elle était à cette époque-là dans la périphérie. C'est pour cela qu'on l'appelle encore jusqu'à présent Moussa Moundé, c'est-à-dire que derrière la ville. Mais aujourd'hui, cette prison se retrouve en plein cœur de la ville, en plein marché central. Imaginez le jour où il y aura un incident vraiment de... Ou une évasion. Et un jour, il y a une évasion, une tentative d'évasion d'ailleurs en masse. Mais je vous assure que tout le marché central était dans le branle-bas de combat. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc, les ministres de la Justice qui ne pensent pas aller faire un tour à l'intérieur des prisons. Je dis à l'intérieur, pas seulement de rester dans le bureau du régisseur, mais d'aller de cellule en cellule. Regardez dans les quartiers Texas, dans les quartiers ceci, dans les quartiers cela, comment les gens vivent, comment les gens se nourrissent, comment les gens dorment. Les quartiers infestés de bestioles. Dorment même la nuit. Moi, je pense que c'est quelque chose... Or, on ne voit les forces de l'ordre descendre là-dedans que quand on vient faire des fouilles pour essayer de retrouver la drogue ou des armes. Mais je pense que le problème de l'humanisation de nos prisons devrait être une priorité pour le ministère de la Justice. Malheureusement, on a l'impression, chaque jour qui passe, que c'est l'un de ces derniers soucis. Et c'est grave. Ce qui s'est passé à Yaoundé hier devrait être un signal
un dernier signal fort, parce que la prochaine fois, je ne veux pas dessiner sur le diable sur le mur, mais cela pourrait être beaucoup plus grave que cela. C'est une lecture avant-gardiste. Casimir Désiré Tagne, Camille l'a évoqué tout à l'heure, la difficulté qu'il y avait à rattraper les prisonniers au marché, dans la zone du marché central, quand il y avait eu évasion. Et il y a aussi qu'aujourd'hui, à Yaoundé, il y a dans un certain périmètre... aussi en pleine ville. Oui, dans le périmètre de la prison, les populations n'ont pas pu bouger avec le cordon de sécurité qui a été mis en place. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de délocaliser ces prisons, les mettre dans un endroit où on n'a pas affaire à la population? Malheureusement, le gouvernement camerounais prend toujours de très belles initiatives, mais ne va jamais jusqu'au bout. J'ai parlé tout à l'heure de projets de délocalisation de ces prisons qui avaient été engagés et qui étaient salutaires, mais qui n'est jamais sorti de l'œuf, qui est resté là, lettre morte jusqu'à ce maintenant. Jusqu'à maintenant où nous parlons, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'on en est avec ces projets-là. Et je dis bien, si cette mutinerie était allée jusqu'au bout, c'est plus de 10 000 détenus avec les grands voleurs de grands chemins qui sont parfois des condamnés à mort et qui sont extrêmement dangereux et qui devaient se retrouver à l'extérieur. Et bonjour les dégâts. Et je dis, jusqu'à maintenant, le gouvernement n'ose pas lever le petit doigt pour dire même quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette histoire. Que s'est-il même réellement passé pour enlever toutes ces supputations que l'on est en train de faire de gauche à droite? Dans tous les cas, certainement au courant de la journée, le porte-parole du gouvernement va certainement réagir. C'est une actualité forte qui traverse les frontières. Parlons à présent de l'insécurité à l'Est. Ce ressortissant chinois qui a été tué dans un site minier. Camille Nélé, quand on parcourt l'article du quotidien Le Messager, on indique clairement que les permis d'exploitation qui ont été accordés aux nationaux, ils les ont bradés aux Chinois qui dévastent pratiquement les terres de l'Est à la recherche de l'or, n'épargnant même pas les espaces cultivables pour les riverains. C'est le risque, justement, c'est le risque avec ces permis qui ont été distribués à gauche et à droite. J'ai un ami de triste mémoire qui est mort il y a quelques années. Avant de mourir, il m'avait montré 3 licences d'exploitation. 2 d'or et 1 de manganèse. Vous imaginez, il n'a pas de structure, mais il avait réussi à en avoir. Il y a plein de Camerounais qui ont réussi à obtenir des licences d'exploitation qu'ils vendent, pas seulement aux Chinois, mais à des étrangers. À tout venant. Et ces gens-là qui viennent, qui arrivent même sur un site pour rechercher de l'or, il y a des moments où ils recherchent beaucoup d'autres choses. Il n'y a aucun contrôle, on ne sait pas ce qu'ils retirent. Puisque l'État lui-même n'opère aucun contrôle sur ces exploitants étrangers qui sont pourtant, qui opèrent à ciel ouvert, surtout dans cette région de l'Est. Et l'une des conséquences, elle est dramatique. Ça peut sembler être un fait divers aussi macabre que les autres, mais ce sont des populations riveraines qui ont estimé que ce type-là est en train d'exploiter tel endroit, mais seulement cette population n'avait pas été dédommagée, et c'est pour ça qu'elles sont tombées à bras raccourcis sur ce malheureux Chinois qui avait payé son argent aux Camerounais, mais maintenant qui a trouvé la mort à cause de la frustration, de l'exacerbation des populations qui estimaient qu'on était en train de leur voler le truc, de spolier l'environnement, mais sans qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Voilà. Casimir Désiré Tagne, il faut surtout signaler que parmi ces exploitants, il y a des ressortissants chinois qui font cette activité, mais qui manifestent une certaine arrogance et même des insultes à l'endroit des riverains qui sont spoliés. Est-ce que cet acte peut se comprendre et se justifier? On ne justifie jamais un crime. Un crime, c'est un crime et c'est pas normal. Heureusement que les personnes qui ont posé cet acte, qui ont tué le Chinois, au moins 5 personnes seraient en état d'arrestation à l'heure où nous faisons cette émission. Mais signalons quand même que... Et c'est pas la première fois d'ailleurs. L'excès de zèle de ces exploitants des forêts et des mines au Cameroun pose problème. Et non seulement ils ne respectent pas les cahiers de charges, parce que dans les cahiers de charges, il y a des conditions de vie des riverains qui doivent être respectées. Il faut leur construire des forages, des écoles, des centres de santé, des routes. Mais rien n'est fait. Le Chinois en question qui est décédé, c'est l'un des exploitants qui empêchait même aux riverains d'accéder dans le site pour voir de visu qu'est-ce qui se fait. Et mal lui en a pris, il a trouvé la mort que nous ne pouvons pas justifier. Mais savoir il faudrait que les cahiers de charges de tous ces exploitants forestiers et miniers soient respectés.
qu'ils créent les conditions de vie, qu'ils ne viennent pas seulement puiser à la source, sans rien investir, qu'ils essayent de faire des forages, des hôpitaux, des écoles et surtout les routes. Les routes. Et vous voyez que le peu de routes qu'il y a est suffisamment endommagé par les gros camions qui circulent et qui sont utilisés pour l'exploitation forestière. Camille Nélé, quand on regarde cette exploitation d'or, qui suscite le courroux des populations, est-ce qu'il y a eu véritablement des études d'impact environnemental? Parce que là, les terres sont dévastées, il n'y a plus de terres cultivables. De quoi vont vivre ces populations? C'est la responsabilité des gouvernements. Il faudrait que nos gouvernements se penchent définitivement sur cette exploitation sauvage de notre sous-sol. Et cette exploitation, jusqu'ici, elle est sauvage. Les populations, surtout de la région de l'Est, décrivent ce phénomène depuis de longues années. Mais apparemment, ça n'émeut pas grand monde. Or, il y a le problème, justement, de l'indemnisation des populations. Il y a le problème de la préservation de l'environnement. Il y a aussi le droit de regard de l'État qui semble avoir démissionné, qui semble avoir dit, bon, mais faites ce que vous voulez. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en République démocratique du Congo, tout à fait. Qui est ce qu'il est. Il y a des gens qui arrivent là, qui sous la casquette d'ONG exploitent le coltan. Le coltan, vous savez, l'un des un métal précieux pour la fabrication des téléphones. Mais les populations ne savent pas que ces gens viennent s'enrichir avec, ils prennent des cailloux, mais ils ne savent pas que ces populations ne savent pas que ces cailloux valent de l'or. Dépassent même le diamant en termes de qualité. Donc, c'est ce qui arrive. Et il est surprenant que nos gouvernements n'exercent pas suffisamment leur droit de regard sur ces exploitants miniers au Cameroun. Casimir Désiré Tagné, parlons de ce énième rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée d'avoir tué 4 personnes et de viols. On se rappelle qu'il y a quelques jours, évidemment que l'armée a démenti cette information. Il y a quelques jours, on a vu des vidéos circuler sur la toile où des jeunes hommes torturaient des dames, des mères et des enfants. D'autres ont bastonné un adulte. Alors, comment comprendre cette réaction de Human Rights Watch? Human Rights Watch et tous les autres organismes internationaux qui accusent l'armée camerounaise, c'est très facile d'accuser. Mais il faut que ces organismes viennent également voir ce que les séparatistes font sur le terrain. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ces organismes ne pointent jamais un doigt accusateur sur ce que les séparatistes font. Les vidéos dont vous parlez tout à l'heure, Jean-Paul, rien n'indique que c'est l'armée camerounaise qui fait ce genre de massacre. Donc, nous émettons quelques doutes, quelques réserves sur les accusations que les organismes de droits de l'homme font sur l'armée camerounaise. Et nous disons que l'armée camerounaise est suffisamment professionnelle, l'armée camerounaise a suffisamment du matériel. S'il faut exterminer ces régions-là, ces zones anglophones, je crois que l'armée camerounaise a suffisamment de quoi le faire. Donc, c'est une armée responsable, jusqu'ici, qui ne fait que contre-attaquer. Camille. Human Rights Watch a trouvé un terrain fertile avec la guerre du Nosso pour venir... avec des complicités internes. Bien entendu, mais en réalité, qu'est-ce que Human Rights Watch ne peut pas aller faire un tour en Libye pour parler de l'esclavage des Noirs là-bas, pour parler du bombardement d'un camp où il y avait des migrants qui étaient, pour parler des conditions dans lesquelles les populations noires elles-mêmes sont massacrées par les Libyens. Non, moi je suis curieux que Human Rights Watch ne vienne jeter que des regards contris et larmoyants sur des faits qui sont la plupart du temps imaginaires au Cameroun. Qu'ils fassent le tour, qu'ils aillent aussi, que Human Rights Watch aille faire le tour en Libye, aille faire un tour, par exemple, en Somalie, aille faire un tour en Centrafrique même, tout à côté de nous, où il y a des exactions extraordinaires qui sont faites par les bandes armées et bandes armées qui sont même en plein dialogue avec l'armée. Mais seulement, on a l'impression que Human Rights Watch a une sorte d'obsession pour le Cameroun. Et heureusement que leur jeu a été démantelé depuis très très longtemps. Heureusement, là, il y a une tribune libre de Achille Mbembe. Quand est-ce que la vie des nègres comptera enfin? On aura l'occasion de décrypter cela. Casimir Désiré Tagné, on nous m'indique que c'est fini. Cette passe d'armes entre deux universités, répondant à Nassim Ouele Kombe, un mot? Oui, mais tout simplement que vous savez que la bouche qui mange ne peut que
voir du bon côté. Narcisse Moulet-Kombi n'a vu que du bon côté tout ce que Paul Biya fait. Parlant de la sacralité de la fonction présidentielle. C'est-à-dire l'autre, Jacques Famen Ndongo, qui constate même qu'ils ne sont que des créatures d'un Dieu souverain qui est Paul Biya. Parlant de la sacralité de la fonction présidentielle, cet enseignant d'université qui indique que le chef de l'État n'est pas un envoyé de Dieu sur terre, il a été élu par des Camerounais. Et que les Camerounais n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire vivre bien, manger, se nourrir, aller à l'école. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. La pensée du jour: attraper en forêt des gibiers sans résistance ne fera jamais de vous un chasseur d'expérience. Attraper en forêt des gibiers sans résistance ne fera jamais de vous un chasseur d'expérience. Cette pensée nous vient, c'est un proverbe africain. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre. On se retrouvera demain pour une autre édition de la revue des Grandes Unes.